Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 16 mai 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Pas de repos pour les méchants. Moi, je pensais que j'allais passer un week-end tranquille, calme, paisible. Eh ben non, il faut encore que je vienne parler à Nima. Bon d'accord, je l'ai fait. J'ai accepté, sans contrainte. Aucune contrainte. Oui, Larry, je veux qu'on se concentre, comme on en a déjà parlé sur John, le professeur John. J'ai eu une discussion avec lui. On a parlé de pas mal de choses. La guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, tout ça. Et je veux commencer par là. Mais avant d'y venir, il y a eu une énorme explosion en Israël, comme tu peux le voir sur cette image. Qu'est-ce que c'est que ça, Larry? Quand on regarde ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Oui, ce qu'il a dit exactement. Tu vois. Enfin, ils ont essayé d'expliquer ça. Oh, on a trouvé un missile iranien datant des 5 premières semaines de bombardement et on l'a juste fait exploser. Vraiment? Il est 1h du matin en Israël quand ça se produit. Vous n'attendez pas le jour quand vous pouvez vraiment voir ce que vous faites. Ce n'est pas comme si c'était posé à côté d'une école ou d'un hôpital qu'il fallait le faire exploser tout de suite. Et même si c'était le cas, si c'était à côté d'une école ou d'un hôpital, eh bien cette école et cet hôpital n'existent plus maintenant. Ils ont été complètement détruits. Pour moi, ça ressemble à, vous savez, c'est un site connu, une usine où l'on fabrique des moteurs de fusées, du carburant, des armes. Donc, on ne peut pas exclure qu'ils travaillaient sur quelque chose, qu'il y ait eu un accident et que ça ait explosé. Parce que là, c'était une énorme détonation, un engin de guerre très puissant, de toute évidence. Et ce n'était pas un accident prévu, pas une explosion planifiée, pas du tout. Certains disent que c'était délibéré. Moi, je ne le crois pas du tout. Mais bon, on verra. Il y a eu des spéculations sur un sabotage iranien. Là encore, je ne vois pas l'Iran prendre l'initiative d'une attaque. Ils ont l'avantage diplomatique et ils vont le garder. Ils ne vont pas être ceux qui lancent le premier coup. Ils ont compris que c'est coûteux d'attendre. Mais d'un point de vue diplomatique, il vaut mieux passer pour la victime que pour l'agresseur. Mais là, c'était pas un petit test. Oh, c'était juste un test. Oh, on voulait faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Internet. Un type à moto fonce droit dans l'avant d'une voiture. Il fait 2 tours complets dans les airs et retombe sur ses pieds. Et il dit « Oui, c'était prévu. » Voilà, c'est exactement ça. Oui, on voulait faire ça. Ouais, tu fais exploser la moitié de ton complexe. Désolé, mais moi j'y crois pas. Larry, pour en venir au sujet du professeur Jiang, je l'ai reçu dans ce podcast, j'ai discuté avec lui. Il avait des idées assez étranges sur le concept du Grand Israël au Moyen-Orient. Je l'ai interrogé là-dessus, je l'ai même un peu challengé. Et puis, après l'épisode, j'ai reçu beaucoup d'emails de nos amis, de connaissances communes, à propos de ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose autour de cette idée de Grand Israël. On le sait bien. La situation, la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est évident pour beaucoup d'entre nous. Mais venir dire qu'Israël va réaliser ce Grand Israël, qu'ils vont s'emparer de tout le Moyen-Orient et le diriger, c'est autre chose. C'est tellement choquant pour beaucoup de gens, même pour les experts, tu sais, tous autant qu'ils sont. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast. Ce n'est pas une attaque contre lui, parce que ce qu'on remet en question, ce sont les idées qu'il avance, les prédictions qu'il fait. Ce n'est absolument pas une attaque personnelle. Et je pense que quand on publie quelque chose, quand on fait une prédiction, il faut accepter qu'on puisse la contester.
Il faut en parler. Il faut regarder la réalité à travers ce genre d'affirmation, à mon avis. Et comme il l'a fait, tu sais, il a sorti récemment un podcast qui a fait 1 million de vues, enfin plus de 5 millions de vues, dans lequel il dit que l'une de ses prédictions, c'est le Grand Israël. Et voilà, Larry, ce qu'il a dit dans ce podcast à propos d'Israël. Okay. D'accord. Israël est emerging et grandissant. Et vous avez un calendrier pour ça? Au moment où l'Amérique mettra fin à cette guerre contre l'Iran, au moment où elle quittera l'Iran et le Moyen-Orient, Israël réalisera le projet du Grand Israël. Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'Israël essaye de prolonger cette guerre le plus longtemps possible, parce qu'il voit ce conflit comme un moyen d'éliminer tous ses grands ennemis au Moyen-Orient. Vous savez, les Israéliens l'ont déjà dit, après l'Iran, ce sera la Turquie. Donc vous pensez qu'Israël va conquérir le Moyen-Orient? Israël a en gros déjà conquis le Moyen-Orient. La seule force qui lui fait encore obstacle aujourd'hui, c'est l'Amérique. Donc, une fois que les États-Unis quitteront le Moyen-Orient, ce que je pense qu'ils finiront par faire, Israël prendra le contrôle du CENTCOM, c'est-à-dire le commandement central, les bases militaires américaines dans la région. Et à ce moment-là, ils réaliseront le projet du Grand Israël. Il n'y a aucune autre puissance au Moyen-Orient capable de résister à la force et à la puissance d'Israël. Cette guerre est déjà en train de détruire l'Arabie saoudite et le CCG, n'est-ce pas? Donc, le dernier adversaire, c'est la Turquie. Une fois que la Turquie sera entraînée dans cette guerre, Israël atteindra son objectif du Grand Israël. Et le projet du Grand Israël englobe toute cette région, d'ici jusqu'à la Turquie, l'Égypte et Oman. Alors, le projet du Grand Israël, c'est comme ça, d'accord? Il s'étend du Nil en Égypte jusqu'à l'Euphrate, en Irak, et il couvre des parties de la Turquie, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, ainsi que des zones d'Arabie saoudite, y compris la Mecque. Oui, What are you doing this to me? Jeez. Pourquoi tu me fais ça? Écoute, j'avais un peu écouté ce type, et dès les premières choses que j'ai entendues sur lui, j'ai su qu'il racontait n'importe quoi. Pour moi, c'est clair, c'est probablement un agent du renseignement israélien. Il est utilisé dans une opération d'influence, parce que ce qu'il raconte, c'est complètement délirant. Bon, prenons un peu de recul. Israël aurait déjà conquis tout le Moyen-Orient? Allons, ils n'arrivent même pas à conquérir Gaza, pour l'amour de Dieu. D'accord? Et comment tu sais ça? Eh bien, tout a commencé le 7 octobre, avec l'attaque du Hamas, puis dès le 8 octobre, la riposte d'Israël. Et nous voilà en mai 2026, presque 3 ans plus tard. Tu vois, c'est comme ces gens qui disent que la Russie est incompétente parce qu'elle n'a pas pris toute l'Ukraine en 4 ans. Eh bien, ils ont conquis à peu près la même quantité de territoire que la Russie a prise en Ukraine ces 4 dernières années, voire un peu plus. C'est l'équivalent de 5 fois la bande de Gaza, d'accord? 5. Et la Russie, elle, se bat contre l'OTAN, ou plutôt contre une armée soutenue par l'OTAN, équipée de chars, d'artillerie, de drones. Là, on parle d'Israël, qui affronte le Hamas, qui n'a rien de tout ça. Juste des armes de poing, quelques lance-roquettes, des fusils à longue portée, des fusils de sniper. Et ils ont tenu tête à Israël, complètement. Et maintenant, on voudrait nous faire croire qu'ils vont envahir la Syrie, la Turquie, le Liban, une partie de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie. Faut pas exagérer. Franchement, ce type raconte n'importe quoi. Et ce qui m'agace, c'est qu'il continue à être invité dans des émissions comme s'il avait la moindre crédibilité. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a vraiment fait en fait? Est-ce qu'il a déjà eu une habilitation de sécurité?
Est-ce qu'il a déjà eu la moindre implication dans des opérations militaires ou dans des opérations de renseignement? Franchement, c'est le projet de quelqu'un. Même moi, j'ai reçu une soi-disant invitation. Tiens, tu peux l'inviter dans ton émission. Et j'ai répondu que je n'avais absolument aucun intérêt. Je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit d'intelligent à dire. Ensuite, on me dit qu'il aurait prédit ceci, qu'il aurait prédit cela. C'est un instrument et on s'en sert. Mais encore une fois, tout ça n'a aucun sens. Israël ne peut pas vaincre le Hamas et maintenant ils vont vaincre le Hezbollah, la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Stop. Franchement, ils disent ça partout et on les prend au sérieux. Je comprends pas. Désolé, mais c'est absurde. Et pourtant, tu vois, ce qui me dérange, c'est qu'il est sorti de nulle part. Vraiment, d'un coup, il débarque sur la scène et tout à coup, il est invité sur toutes ses émissions. Et ça, c'est pas un hasard. C'est une opération montée. Ce genre de choses, ça n'arrive pas tout seul. Et les gens disent, Larry est juste jaloux. Non, je suis pas jaloux. J'ai déjà largement de quoi faire de mon côté. Mais je sais comment tout ça fonctionne. Quand on m'a approché pour la première fois, la toute première fois que je suis passé dans les médias, c'était sur CNN. Je crois que c'était en août 1994. Carlos, le chacal, venait tout juste d'être capturé. Et donc, comme j'avais travaillé au bureau de la lutte antiterroriste, et que le type qui réservait les invités pour venir parler à la télé était le frère du responsable presse de mon ancien bureau, Joe et Pat Reap, tu vois, les frères irlandais. Eh bien, une fois que je suis passé à la télé et que les gens m'ont entendu parler, ils se sont dit « Ah, il a l'air de savoir de quoi il parle ». Et à partir de là, j'ai été invité sur toutes les chaînes, ABC, CBS, NBC, MSNBC, Fox, toutes. Donc je sais comment ça se passe. Ce gars-là, il est juste apparu comme ça, et tout d'un coup, il devient un phénomène. Tu vois, il a été invité par Danny Iphone, Glenn Deason, je crois même Jimmy Dore. Bref, il se met en avant. Et encore une fois, souviens-toi, c'est lui qui t'a contacté. C'est pas toi qui l'as invité à venir dans ton émission. Je n'avais pas remarqué ça. Tu sais, quand je suis allé, quand je l'ai trouvé sur ce média alternatif dont tu parlais, je voulais le contacter. Je ne savais pas comment faire. J'ai envoyé un message sur son Substack et il m'a répondu plus tard. Il m'a donné son adresse mail et j'ai retrouvé un ancien message qu'il m'avait envoyé, bien avant, où il disait qu'il voulait venir dans mon podcast. Voilà ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais Larry, les deux idées dont il parlait dans cette vidéo, je trouve ça vraiment étrange. Il dit que le seul obstacle pour qu'Israël prenne le contrôle de tout le Moyen-Orient, c'est les États-Unis. Et que dès que les États-Unis quitteront la région, Israël s'emparera de toute la zone. Oui, oui, les États-Unis les freinent. Les États-Unis financent tout ce foutu truc. Sans l'argent américain, Israël serait complètement à la dérive. Et je veux dire, ce type, Jiang, je pensais que tous les Orientaux étaient censés, enfin c'est raciste, mais qu'ils étaient censés être bons en maths. Visiblement, lui, c'est pas un candidat en sciences, parce que franchement, il suffit de faire le calcul. Israël compte environ 8 millions d'habitants aujourd'hui. Avant, c'était plutôt 10 millions, mais maintenant c'est 8. Et on voudrait qu'ils prennent et qu'ils tiennent un territoire, disons, du fleuve à la mer, avec 8 millions de personnes et une armée de réservistes qui en ce moment se fait battre en plein sud du Liban par le Hezbollah. Franchement, je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est sidérant qu'on puisse dire quelque chose d'aussi absurde. Et que des gens réagissent en disant « Oh, c'est brillant, c'est intelligent, mon Dieu ». Ça me fait penser à Francis Fukuyama. Il avait parlé de la fin de l'histoire. Oui, la fin de l'histoire est là. Mais c'est tellement étrange. Et voilà ce sur quoi je l'ai interpellé.
cette idée qu'Israël pourrait s'emparer de tout le Moyen-Orient. Et voici ce qu'il m'a répondu. Encore une fois, si vous regardez simplement les dossiers Epstein, la façon dont vous pensez que le pouvoir fonctionne, la façon dont vous imaginez que le monde est dirigé, est probablement fausse. Oui, très probablement. Vous avez dit que la guerre en Ukraine était perdue il y a 2 ans. Comment voyez-vous la guerre en Iran? Comment imaginez-vous l'escalade? Et qu'est-ce que cela signifierait si l'un l'emporte ou si l'autre perd? Quel serait, selon vous, le dénouement? Je veux dire, le résultat est très simple. Le résultat a déjà été décidé. Le but, c'est de tuer le plus de gens possible, de détruire toute l'économie mondiale, de détruire l'Iran, de forcer les États-Unis à quitter le Moyen-Orient, de détruire les États du Golfe, d'entraîner la Turquie dans la guerre, de mener à la création du projet du Grand Israël, puis à terme de ce qu'ils appellent la Pax Judaïca, et ensuite de créer les conditions d'une nouvelle guerre mondiale. Une autre guerre mondiale appelée la guerre de Gog et Magog, où la Russie et l'Iran attaqueraient ensemble Israël, ce qui marquerait la fin du monde. C'est un scénario. C'est un plan qu'ils ont en tête. Tout a été écrit d'avance. Tout est déjà prévu. Et c'est exactement ce qui va se passer. La seule question, c'est le calendrier. Combien de temps cela prendra-t-il? Mais ils enverront des troupes au sol en Iran. Ce sera une catastrophe. L'Iran sera anéanti. L'Amérique sera contrainte de quitter le Moyen-Orient. Et Israël deviendra la seule puissance encore debout dans la région. Voilà ce qui va arriver. Oui. Pensez-vous que le leadership au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, serait surtout influencé par les Israéliens? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un pays d'environ 9 millions d'habitants, et on sait bien qu'ils n'ont pas les moyens ni le nombre pour occuper tout ce territoire. Alors comment vont-ils gérer ça? Parce que ce n'est pas seulement une question d'Iran ou de Turquie. Vous voulez dire qu'ils commenceraient par l'Iran, puis s'en prendraient à la Turquie, mais dans l'ensemble, physiquement, Israël n'a pas la capacité de faire ça. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Parce qu'encore une fois, on part de certaines idées sur la façon dont le monde fonctionne et sur la manière dont le pouvoir est contrôlé. On pense qu'il faut de la population. Non, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la technologie, voilà ce qu'on peut faire. On peut importer de la main-d'œuvre. Je parle de ce qui se passera après cette guerre. D'accord? Quand des millions de personnes seront mortes et que les États du Golfe seront détruits. Il y aura aussi énormément de pertes humaines en Iran et en Israël également. Et Israël cherche à devenir un empire mondial, donc il lui faut de la main-d'œuvre, il faut le dire. Alors, que fait-on? Eh bien, on importe des travailleurs d'Inde, de Chine et des Philippines. Et ensuite, on les équipe de puces électroniques pour pouvoir les surveiller. On peut contrôler leurs émotions. On les maintient sous drogue. Ce sont des esclaves. On parle de millions et de millions de personnes, 100 millions, qui deviendront les robots humanoïdes de cet empire. Et tout cela peut se faire avec la technologie actuelle. Il n'est même pas nécessaire d'en inventer de nouvelles pour ça. Mais il faudra un état de surveillance fondé sur l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça, tu vois ce qu'il veut dire, non? Franchement, ça m'a complètement bluffé quand je l'écoutais. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je rate quelque chose? No, no. Non, non. Lui, où est-ce qu'il habite? Faut qu'on sache où il habite. Parce que je suis sûr qu'il y a un hôpital psychiatrique pas loin qui a perdu un patient. Tu vois, quelqu'un s'est échappé. Il est fou. Complètement délirant. Alors, voilà, Israël avec une population, tu sais, tu dis 9 millions, d'autres disent 10, mais je pense que beaucoup sont partis. C'est quelque part par là. La Turquie, c'est 90 millions d'habitants.
et Israël va les contrôler. Alors qu'en ce moment, Israël n'arrive pas, je le répète, n'arrive pas à contrôler les Palestiniens à Gaza. Oui, ils en tuent un grand nombre. Ils en tuent beaucoup aussi en Cisjordanie. Et ils peinent en ce moment face au Hezbollah, dans le sud du Liban. Et pourtant, ils vont s'en prendre à la Turquie, et à la Syrie, et à la Jordanie. Ah oui, bien sûr. Tu vois, tu ne comprends tout simplement pas. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Eh bien, comme Jiang, par exemple. Je veux dire, ce type, c'est un vendeur d'élixirs miracles, tu vois. J'irais même jusqu'à dire un escroc, un de ces vieux bonimenteurs qui allaient de ville en ville vendre leur soi-disant remède miracle. Ah, ça guérit tout, soi-disant. Bon, il a le droit d'avoir son opinion, d'accord, mais son opinion, elle n'est pas appuyée sur des faits. Ce qui est intéressant, c'est que dans une autre présentation, il a recommandé, enfin, je vais dire qu'il est faux chinois, parce qu'au lieu de se référer à la sagesse de Confucius ou de parler du bouddhisme ou de tout ça, il conseille aux gens de lire la Kabbale. La quoi? Tu sais, la mystique juive autour des nombres. C'est ça son truc? C'est franchement bizarre. Donc, comme je le disais, pour moi, il ressemble à une opération d'influence montée pour créer une diversion. C'est le mieux que je puisse en dire. Mais c'est pas quelqu'un de sérieux. Il faut quand même le prendre au sérieux, parce qu'il sert à diffuser une propagande assez intense, comme l'idée de l'inévitabilité de l'État juif ou du Grand Israël. En fait, il est là comme porte-voix. Il contribue, si on veut, à préparer le terrain pour que les gens acceptent cette idée du Grand Israël. Et on trouve ça normal parce que ce serait, soi-disant, l'accomplissement d'une prophétie selon laquelle la Russie et l'Iran vont envahir Israël. Oui, bien sûr. Parle-moi donc de toutes ces invasions iraniennes au cours des 3 derniers siècles. Il n'y en a eu aucune. Et de la même façon, la Russie n'est pas en train d'envahir des pays. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et il s'en sort parce qu'on ne peut pas vraiment le contredire. Ce dont il parle, c'est purement hypothétique. Exactement. Tout tourne autour de la prévision, de l'avenir, et de quelque chose que personne ne peut vraiment, vous savez, prévoir. Oui, tout ce que tu peux faire, c'est dire, eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Le problème, c'est qu'il imagine les États-Unis comme s'ils n'avaient pas d'autre choix que de rester engagés dans la lutte contre l'Iran, d'aller jusqu'à une invasion terrestre, de tout faire pour tout détruire. Et qu'au bout du compte, après la mort et la destruction, ils finissent par quitter le Moyen-Orient. Et voici ce qu'il a dit à propos de la conscription nationale et de la guerre contre l'Iran aux États-Unis. Voici, mot pour mot, ce qu'il a dit. L'Iran, c'est une autre guerre sans fin, et les États-Unis vont instaurer une conscription nationale. L'Iran, c'est encore une guerre sans fin, et les États-Unis vont instaurer la conscription nationale. Donc, selon toi, la guerre avec l'Iran va durer des décennies, et les États-Unis vont enrôler des gens, ce qui veut dire que tu seras obligé d'y aller et de te battre. Exactement. Bon, la logique, c'est la suivante. L'Amérique ne se soucie pas vraiment de savoir si l'Iran est un fournisseur ou non. Ce n'est pas vraiment un élément de la grande stratégie américaine. En ce moment, l'Iran sert de prétexte parfait pour que les États-Unis s'étendent à l'extérieur, qu'ils établissent des points d'étranglement maritimes un peu partout dans le monde et qu'ils obligent le reste du monde à acheter de l'énergie américaine. Donc, cette guerre en Iran profite énormément à l'Amérique. Alors, pourquoi ne pas la laisser durer très très longtemps? Et pour s'assurer qu'elle dure, il faut des troupes au sol, beaucoup de troupes au sol. Et c'est pour ça qu'il faut une conscription nationale. Oui,
Je veux dire, ce type est un idiot. Des troupes au sol, pourquoi faire? Sérieusement, où est-ce que tu comptes rassembler ces fameuses troupes au sol? Bon, premièrement, imaginons que la conscription soit rétablie. D'accord, on va constituer une force capable d'envahir l'Iran et peut-être de le conquérir. Alors le ratio militaire classique, c'est 3 contre 1, voire 4 contre 1. L'Iran, avec la combinaison des gardiens de la Révolution, des Basijis et de l'armée régulière, on peut dire qu'ils sont environ 1 million. Allez, 900 000, mais disons 1 million pour faire simple. Faisons le calcul. Ça veut dire que les États-Unis auraient besoin d'au moins 3 millions de soldats. Tu vas les enrôler, d'accord? Et on les enrôle uniquement pour envahir l'Iran. On ne s'occupe pas du reste du monde, ni de l'Asie, ni de l'Afrique. Rien d'autre. Juste l'Iran. Et rien que l'Iran. C'est ça, le gros morceau. Bon, alors combien de temps faut-il pour lever et former une armée de 3 millions d'hommes? Avec la conscription, avec un engagement total, on pourrait probablement y arriver en 2 ans environ. D'accord. Donc dans 2 ans, vous avez cette armée. Et là, comment comptez-vous envahir l'Iran? Vous allez débarquer depuis des navires sur la côte sud, ou bien essayer de remonter dans le détroit d'Ormuz. Là où vos navires seraient détruits par des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte et moyenne portée, des drones sous-marins, des drones de surface et des sous-marins. Bon, donc ça, c'est pas possible. Peut-être alors débarquer du côté de Chabahar, ou passer par l'Irak. Même si vous les avez sur des navires, vous ne pouvez pas embarquer 3 millions d'hommes. On n'a pas assez de navires. Il faudra donc en construire d'autres. Peut-être qu'on pourrait demander un peu d'aide aux Chinois, parce qu'ils sont vraiment doués pour construire des navires. Et ensuite, il faudrait commencer à envoyer des troupes, disons, basées au Koweït, parce que l'Irak ne nous laissera pas entrer. Donc on les installe sur des bases au Koweït. Mais là, ils peuvent être frappés par des drones ou par des missiles balistiques de courte portée. Ce n'est pas sûr du tout. Et comment ils vont se déplacer? En véhicules blindés? Encore une fois, il ne comprend absolument rien à la logistique militaire, aux opérations, et bon sang, au coût des forces terrestres, non? Ce n'est pas gratuit tout ça. Et vu la situation financière des États-Unis, on est déjà à 39 000 milliards de dollars de dette. Si on essayait un truc pareil, on passerait facilement à 45 000 milliards. Voilà ce que je dis. Il raconte n'importe quoi et personne ne le reprend. C'est ça qui me rend fou. Et c'est pour ça qu'on a reçu beaucoup d'emails de nos amis à ce sujet. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as invité ?» J'ai répondu « Je ne savais rien de tout ça. » Vous savez, je l'avais juste entendu en direct. Je l'ai invité pour qu'on en reparle, mais ça ne s'est pas fait. Larry, voici ce qu'il a dit à propos de la conscription nationale aux États-Unis. J'ai regardé, par exemple, aux États-Unis, tout le monde entre 18 et 25 ans doit s'inscrire pour l'armée, non? Et les États-Unis vont mettre en place une conscription nationale. Donc, tu penses que la guerre avec l'Iran va durer des décennies et que les États-Unis vont enrôler des gens, ce qui veut dire que tu seras obligé d'y aller et de te battre. Exactement. D'accord. Donc, la logique, c'est la suivante. L'Amérique ne se soucie pas vraiment de savoir si l'Iran échoue ou non. Ce n'est pas vraiment un élément de la grande stratégie américaine. En ce moment, l'Iran sert surtout de prétexte idéal pour que les États-Unis étendent leur influence et établissent des points de contrôle maritimes un peu partout dans le monde. Oui, il ne fait que répéter la même chose. Comment peut-on parler de points d'étranglement quand on n'a pratiquement pas de marine? Je veux dire, ils ont quoi? 6 porte-avions en ce moment avec leur groupe aéronaval. Sauf que ces groupes sont vulnérables à quoi? Aux missiles hypersoniques, aux drones.
Donc dès le départ, ils sont exposés. Et on le voit clairement aujourd'hui. Si l'Amérique avait vraiment autant de puissance et de contrôle sur ses points d'étranglement, pourquoi des navires continuent-ils de sortir du Golfe Persique sans que les États-Unis puissent les arrêter? Tout simplement parce que l'Amérique n'a pas le nombre de navires nécessaires pour mener un véritable blocus maritime. Il faudrait en réalité un effectif bien plus important. On n'a pas ça. C'est pour ça que tu vois, on les regarde faire avec ça et on se demande quels autres points d'étranglement peut-on contrôler? Le détroit de Malacca? Ouais, les Chinois auraient sûrement leur mot à dire là-dessus. Franchement, je ne vois pas quels autres points d'étranglement il y a. La mer Rouge? Ah, les Houthis ont déjà verrouillé ça. Et les États-Unis n'ont pas réussi à les vaincre. C'est de la folie. Je trouve incroyable qu'on le laisse aller sur tous ces podcasts, dire des trucs pareils, complètement délirants, sans que personne le contredise. J'ai essayé d'en parler avec Glenn. Franchement, ce type, il est à côté de la plaque. Voici ce qu'il a dit à propos de Malacca, Larry Johnson. Stratégie de défense. C'est donc un document publié par le département de la guerre. Et dedans, il explique la stratégie américaine pour maintenir sa domination mondiale en faisant 4 choses. La stratégie nationale de défense propose un programme en 4 points pour mettre l'Amérique avant tout. La première chose que les États-Unis vont faire, c'est sécuriser l'hémisphère occidental. Pourquoi? Parce que selon eux, l'hémisphère occidental appartient aux États-Unis. Quand on dit hémisphère occidental, ça veut dire tout. Le Groenland, le Canada, le Mexique. Chaque partie de cette région est considérée comme appartenant aux États-Unis. Donc vous ne pouvez pas commercer avec aucun de ces pays sans l'autorisation des États-Unis. C'est le premier point de cette stratégie. L'hémisphère occidental appartient à l'Amérique. Le deuxième point, c'est que l'Amérique veut repenser sa relation avec ses alliés. En gros, l'OTAN doit payer pour sa propre défense. L'OTAN doit aller combattre la Russie en Ukraine. L'Amérique, elle, fournira du soutien, des armes et du financement. Mais l'OTAN doit faire plus d'efforts. Et en Asie de l'Est, la Corée du Sud et le Japon doivent mieux contenir la Chine. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point concerne spécifiquement la Chine. L'idée, c'est que les États-Unis ne veulent pas détruire la Chine. Les États-Unis ne veulent pas non plus l'humilier. Mais la Chine doit être remise à sa place. Elle doit respecter la puissance et l'influence des États-Unis. Et la façon dont les États-Unis comptent s'y prendre, c'est en étranglant la Chine sur le plan économique. Si on regarde une carte, la plupart du commerce chinois passe par ce qu'on appelle le détroit de Malacca. Ce détroit est le point d'étranglement maritime le plus important au monde. Il suffirait que l'Amérique y positionne des porte-avions et la Chine perdrait 90% de ses importations d'énergie. Mais s'il les garait là, la Chine passerait quand même, non? Oui. Enfin, il n'y a pas de mots pour ce genre de stupidité. Dis ça au Brésil. Et le Brésil, est-ce que vous demandez la permission pour vendre votre soja et votre pétrole à la Chine? Non? J'imagine qu'ils n'ont pas reçu le message comme quoi les États-Unis contrôlent le Brésil. Bonne chance avec ça. Le groupe aéronaval, encore une fois, il n'a jamais entendu parler de ça. La Chine a 4 types différents de missiles hypersoniques capables de détruire des porte-avions américains. Et tu veux me faire croire que les États-Unis vont interférer avec le passage du Japon dans le détroit de Malacca et que les Chinois vont juste se laisser faire sans réagir. Tu sais, son ignorance sur l'état actuel des relations internationales est
Enfin, la Chine est aujourd'hui le pays numéro 1 au monde sur le plan industriel, que ce soit pour la production industrielle ou la construction navale. C'est elle qui peut vraiment être une puissance maritime sur les mers, pas les États-Unis. La Chine a élargi ses relations commerciales. Il y a 20 ans, son principal partenaire, c'était les États-Unis. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le reste du monde. Et les États-Unis ne sont plus en position d'imposer quoi que ce soit au reste de la planète. Excusez-moi, ils n'ont pas vu ce qui vient de se passer en Chine. Oui, il y a une super vidéo. Je viens d'en voir une sur X. Tu te souviens du gros gars Chris Farley? Il était dans Saturday Night Live, tu vois. Alors, c'est Donald Trump qui ressemble à Chris Farley, avec ce gros ventre, un t-shirt blanc qui lui arrive à peine au-dessus du nombril. Et c'est une image générée par l'intelligence artificielle, donc ça a l'air d'une vraie personne. D'un côté, il y a Elon Musk, de l'autre, Pete Hegseth. Ils le font marcher, et sur le devant de son t-shirt, on peut lire « Je suis allé en Chine et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt pourri. » Et là, ils disent « Mon Dieu, c'est quoi cette odeur? Il nous faut des couches là. » Voilà, c'est une description assez juste de l'état des États-Unis en ce moment par rapport à la Chine. Je pensais à quel point Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent se sentir chanceux quand quelqu'un d'un autre pays vient visiter le palais impérial à Pékin ou le Kremlin à Moscou. Les États-Unis ne font pas le poids à côté de ça. Je veux dire, on a de très beaux bâtiments, c'est vrai, mais ils sont relativement jeunes. Ils n'ont pas des siècles d'histoire et ils n'imposent pas leur présence comme le fait le Kremlin sur la place rouge. Vous savez, c'est une expérience incroyable pour quiconque a eu la chance d'y aller. Alors voilà, Yang essaye de faire passer cette idée que d'une certaine manière, l'Amérique serait aujourd'hui une nation puissante. Mais l'Amérique est une puissance en déclin, et il ne lui reste que 2 piliers pour tenir debout. Le premier, c'est le pétrodollar. Tout reposait sur le principe que, si vous vouliez acheter du pétrole, vous deviez le payer en dollars. Ce n'est plus le cas. Le Brésil vend du pétrole à la Chine en yuan. La Chine le paye en yuan ou en monnaie brésilienne, le cruzeiro. C'est pareil pour d'autres pays. Le dollar n'est donc plus le seul moyen d'acheter du pétrole. En fait, la Russie a déclaré que désormais, si on voulait acheter son pétrole, il fallait payer en yuan. Elle n'allait plus accepter de dollars. Le deuxième point, c'est que les États-Unis finançaient en grande partie leur gouvernement grâce à l'achat de leurs dettes par d'autres pays. Le Japon, la Chine, la Russie, même en Europe, tout le monde achetait de la dette américaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils la vendent. Du coup, les investisseurs ont de plus en plus de mal à écouler les bons du Trésor américain. Ils sont obligés d'augmenter les rendements. D'accord, on vous paie 5%, 5,5%. Ces chiffres-là, on n'en avait jamais vu. Alors voilà. Ces 2 piliers qui soutenaient la position dominante des États-Unis dans le monde, ils sont en train de s'effondrer. Et il n'y a rien pour les retenir, rien pour empêcher la chute. C'est pour ça que j'écoute Jiang, et franchement, comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il n'est pas économiste et qu'il n'a aucune formation en économie. Non, il a dit qu'il est enseignant, un prof de lycée. Il n'a pas... Enfin, il se fait appeler professeur, parce qu'il dit qu'Internet l'appelle comme ça. Oui, disons qu'à mon avis, il n'a pas vraiment reçu une bonne éducation. Et sa prédiction sur l'Asie, Larry, c'est que la grande puissance de demain là-bas, ce sera le Japon. Le Japon va tout rafler. Oui, le Japon, avec un ratio dette sur PIB de 250%. Oui, ça, c'est une vraie recette. Ce n'est pas la Chine, c'est le Japon. Oui, ça, c'est une recette pour réussir. Moi, je dis que c'est complètement fou. Laissez-moi de la prochaine prédiction de Jiang.
Obtenir un troisième mandat, ce n'est pas illégal d'un point de vue constitutionnel. Obtenir un troisième mandat pour Trump n'est pas illégal. Il y a des choses qui sont inhabituelles, immorales, mauvaises, voire dangereuses, et puis il y a celles qui sont illégales. Alors, laissez-moi expliquer la faille. Ce que Trump pourrait faire, c'est ceci. Il y a deux possibilités. La première, ce serait qu'en 2028, son fils, Don Jr., se présente à la présidence et que lui, Trump, se présente comme vice-président. Et ensuite, si Don Jr. gagne, il pourrait abdiquer et Trump deviendrait président. Et dans la Constitution, si on la lit très attentivement, il n'y a en réalité rien qui interdise de faire ça. Ça n'a jamais été fait auparavant et aucune personne saine d'esprit avec un minimum de morale ne ferait ça. Mais ça n'empêche pas Trump de le faire, d'accord? Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'en 2028, l'Amérique soit en guerre contre tout le monde. Il y a une conscription nationale, le président dispose alors de pouvoirs d'urgence liés à la guerre et il peut en fait suspendre la Constitution et repousser l'élection, comme Zelensky l'a fait en Ukraine. Donc ce sont deux scénarios différents. Mais je pense que, vu le passé de Trump, vu sa personnalité, il veut vraiment un troisième mandat. Et je pense qu'il fera tout ce qu'il peut pour obtenir ce troisième mandat. Il aurait 83 ans l'année où il terminerait son deuxième mandat. This is a man who eats McDonald's hamburgers every day. He doesn't really work out. Yet, on the campaign trail, he's able to go to 2 rallies a day. And in each rally, just 50,000 people. And he will talk on and on and on. Then, at night, when he should be sleeping, he's either on... Alors confier des informations confidentielles dont il ne devrait absolument pas leur parler. Ce type, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à dire sur ce qu'il raconte. Je ne sais pas comment on peut tout rassembler. C'est fou, la façon dont il invente au fur et à mesure. Yeah. Well, it is. Oui, c'est vrai. Il n'existe aucun moyen légal pour Trump de devenir président une troisième fois, sauf, comme il l'a expliqué, s'il se présentait comme vice-président et que le vice-président mourait ou était écarté du pouvoir, il deviendrait alors président. Mais c'est différent, vous voyez. Ce n'est pas comme s'il avait été élu pour un troisième mandat. Et c'est de ça que Trump parlait au départ. Quant à Jiang, à mon avis, c'est un agent de renseignement. Oui, je pense que c'est un agent de renseignement. Il est utilisé pour un objectif précis. Manipuler et construire des récits, créer des distractions, semer la confusion. Encore une fois, je ne vois pas comment quelqu'un peut trouver ça crédible, à part, vous savez, comme dans le film The Big Short. Dans The Big Short, Ryan Gosling joue un banquier complètement surexcité, qui essaye de vendre tout en sachant que le marché est truqué. Et quand il fait sa présentation à l'équipe d'analystes financiers de Steve Carell, il a un collègue asiatique avec lui. Il dit « Ces chiffres sont bons. Regardez mon gars, c'est mon client. Il est asiatique. » Et là, c'est le cliché. « Ah, il est asiatique, donc il doit être fort en maths. » Et ce qui est drôle dans le film, c'est que le gars asiatique se tourne vers la caméra et dit « En fait, ce n'est même pas mon nom. » Je m'appelle machin. Non, je n'étais pas le numéro 1. Lui, il est normal, il est marrant. Mais c'est un peu ce que les gens font avec Jiang. Ah, il est asiatique, donc il doit avoir une grande sagesse. Son Confucius dit « Oh, pitié. » Franchement, ce type devrait être hué de la scène avec les absurdités qu'il raconte. Ce qui est fou, c'est qu'il peut dire tout ça et les gens restent là à hocher la tête en disant
Ah oui, c'est intéressant. Non, ça ne l'est pas. C'est une idée complètement stupide. Et franchement, c'est ridicule de la sortir. Désolé, je devrais... Enfin, tu vois, il m'a mis de mauvaise humeur ce week-end. Ouais, mais bon, on verra bien comment ses prédictions vont tourner. Oui, voyons ça exactement. Merci, vraiment merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet, parce qu'il a fait pas mal de prédictions. Vous savez, ça continue encore et encore. Oui, on va simplement les suivre de près. Je pense que la Pax Judaïca qu'il prêche, et quand il dit que la Pax Judaïca est l'avenir du Moyen-Orient, eh bien avec ses prédictions, ça va tout faire s'effondrer. Eh bien, laissez-moi faire une prédiction. Ce que vous allez voir, si la Russie et la Chine réussissent, c'est qu'ils sont en train de créer une version musulmane de l'OTAN, avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Iran. Comme je l'ai dit, ce sera une version musulmane, pas une version arabe. Donc ça va rassembler des pays qui par le passé ont souvent été en désaccord les uns avec les autres. Mais si ça avance, si ça se concrétise, ça va terrifier Israël. La Chine et la Russie, elles, sont sincères, elles sont sérieuses dans leur volonté de bâtir une nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe Persique. On saura la semaine prochaine si c'est réel, parce que si l'Arabie Saoudite et le Qatar refusent le survol ou l'utilisation de leur territoire par les États-Unis pour des attaques contre l'Iran, alors on saura que cette initiative est en train de prendre forme. Merci. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Très bien, va jouer avec tes enfants. Oui, Très bien, mon ami. Prends soin de toi. On se voit lundi. Salut. oui, exactement. Au revoir.